voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus cataclysmique des complots, le réchauffement climatique. Imaginez. Le changement climatique est un mythe destiné à nous faire peur. L'effet de serre dû au CO2 et le réchauffement inexorable de la température sur notre planète est un mensonge pur et simple. Des scientifiques peu scrupuleux, motivés par la gloire et l'argent, manipulent des données sur le climat et orientent les décisions politiques à l'échelle planétaire. Révolution énergétique à marche forcée, taxes écologiques, interdictions en tout genre au nom de la préservation de notre environnement, tout cela fait partie d'un plan. Le réchauffement climatique est une religion à laquelle nous sommes sommés de croire pour éviter l'apocalypse. Une caste de dirigeants et d'industriels fait commerce de cette psychose et engrange des bénéfices colossaux. Le but final de cette élite, instaurer une dictature verte à l'échelle mondiale. Le réchauffement climatique, c'est l'occasion pour Tous Parano d'évoquer l'angoisse environnementale qui agite le monde, la fin du paradis sur Terre. Écoutez-moi, nous avons affiné nos calculs. Le réchauffement planétaire va s'abattre plus tôt que nous l'avons prévu, 2 jours avant après-demain. Oh mon Dieu, c'est aujourd'hui. Il arrive, le réchauffement planétaire, on n'a pas écouté. Tous parano. Pour comprendre les théories du complot concernant le réchauffement climatique, il faut tout d'abord, mon cher Gaël, faire un brin d'histoire et savoir quand nous avons remarqué que quelque chose clochait. Et oui, il a d'abord fallu constater une hausse des températures et puis établir une relation entre le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la modification du climat. Et ça, c'est une idée qui a tout juste 2 siècles. Et c'est un Français qui a été le premier à avoir l'intuition qu'un effet de serre sur la planète pouvait entraîner son réchauffement. Il s'appelle Joseph Fourier. C'est un mathématicien et physicien spécialiste de la chaleur du début du 19e siècle. Alors voilà comment il s'y est pris. Avec une simple boîte sur laquelle il a mis une plaque de verre, Joseph Fourier a compris que les rayons du soleil pouvaient en quelque sorte se faire emprisonner sous une cloche transparente et réchauffer l'air contenu dans cette boîte. Ensuite, citons John Tyndall, un Irlandais qui va lui, en 1859, démontrer qu'il existe des gaz qui produisent cet effet de serre. On peut citer l'eau sous forme gazeuse, la vapeur d'eau quoi, le dioxyde de carbone ou encore le méthane. Et puis la révolution industrielle oblige, certainement voyant des centaines de cheminées d'usines autour de chez lui, un Suédois du nom de Svante Arrhenius démontre que la combustion du charbon peut aussi entraîner un effet de serre. Alors là, nous sommes en 1896 quand il publie ses conclusions. Ensuite, c'est à la veille de la Seconde Guerre mondiale qu'on va établir qu'un réchauffement de notre atmosphère est en cours. Des scientifiques vont alors créer des observatoires pour mesurer l'augmentation continue de la quantité de CO2 dans l'atmosphère après-guerre. Et c'est en 1958 qu'ont été recueillies les premières preuves de l'impact de la consommation des énergies fossiles par les sociétés humaines sur l'atmosphère. On constate alors des concentrations de CO2 atteignant des valeurs probablement jamais égalées au cours des 3 derniers millions d'années. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, l'écologie devient une nouvelle préoccupation. Et ce, dans tout l'Occident. La WWF, par exemple, avec le panda, vous voyez ce que c'est, a vu le jour en 61, Greenpeace en 71, année d'ailleurs où aussi en France a été créé le premier ministère de la protection de la nature et de l'environnement. Une nouvelle sensibilité se développe, c'est vrai. On prend alors conscience de manière très claire de l'impact de l'activité humaine sur la nature. Et dans les pays occidentaux, on parle désormais de déclin des espèces, de pollution, de trous dans la couche d'ozone et donc aussi de réchauffement climatique. L'homme lui-même pourrait bien être responsable de certaines dégradations climatiques. Depuis le 19e siècle, une quantité chaque jour croissante de charbon et d'hydrocarbures est brûlée dans le monde. Cette opération aboutit à la libération de quantités énormes de gaz carbonique, quelques 20 milliards de tonnes par an actuellement. La quantité globale de gaz carbonique présente dans l'atmosphère
augmente donc de façon sensible malgré la présence des océans et de la végétation qui en absorbe une fraction appréciable. Il est donc possible qu'une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère soit à craindre. Et là, c'est la fin des 30 Glorieuses, l'arrivée des conservateurs au pouvoir dans pas mal de pays en Occident, et le premier choc pétrolier. La question de l'indépendance énergétique devient alors centrale. Et en 1979, Margaret Thatcher arrive au pouvoir en Angleterre. Elle doit alors faire face à des grèves qui vont paralyser son pays pendant des mois. Notamment celle des mineurs dans le secteur du charbon. Voulant mettre un terme à ces grèves, Thatcher va militer pour la sortie des énergies fossiles et s'orienter vers le nucléaire. Oui, mais la dame de fer manque d'arguments coup de poing. Alors, c'est là qu'elle se tourne vers les scientifiques. En effet, pour prouver le peu d'avenir et les effets néfastes de l'industrie minière, elle commande un rapport pour prouver que les émissions de gaz à effet de serre changent notre climat. Elle promet également de gros budgets aux chercheurs qui travailleraient sur le sujet. Une grosse carotte, quoi. Dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Ronald Reagan accède à la Maison-Blanche en 1981. Et pour lui, la question du climat, c'est un peu différent, parce que ses soutiens sont principalement justement dans le camp des énergies fossiles. Non, lui, ses ennemis à lui, ce sont les écologistes. Et pour preuve, dès son arrivée au pouvoir, il réduit les dépenses consacrées à la recherche sur l'environnement, en particulier dans le domaine du climat. Il cesse également de financer la surveillance des émissions de CO2. Pour lui, finalement, il n'y a pas de véritable problème de réchauffement de la planète. Ouais, pas de problème, mais il ne peut pas éviter le sujet qui est dans l'air ambiant. Alors Reagan choisit de se donner les moyens de maîtriser le discours à propos de la question du climat, et ainsi couper l'herbe sous le pied des écologistes. Et c'est ainsi que, pour des raisons un peu différentes, mais finalement réunies par leurs orientations politiques, Reagan et Thatcher vont militer en 1987, lors du G7, la réunion des pays les plus riches de l'époque, pour que soit mis en place un groupe indépendant d'études du climat. Allez, si on s'écoutait la douce voix de Madame Thatcher. Jusqu'à récemment, nous avons toujours cru que, peu importe les progrès que l'humanité accomplirait, notre planète n'en serait pas affectée. Cela n'est sans doute plus vrai. La façon dont nous générons de l'énergie, la façon dont nous utilisons nos terres, la façon dont l'industrie utilise les ressources naturelles et se débarrasse de ses déchets, toutes ces choses renouvellent notre expérience de la Terre. Nous devons donc travailler pour régler tous ces problèmes sur des bases scientifiques afin que nos remèdes soient efficaces. Nous devons présenter un nouveau projet de loi environnementale qui nous donnera un contrôle bien plus fort en matière de pollution, de déchets et de gaspillage. Et ce lobbying fonctionne. Le duo Thatcher-Reagan va obtenir satisfaction puisqu'en quelques mois va être mis en place, sous l'égide de l'ONU, un rassemblement de scientifiques pour travailler sur la question, et c'est la naissance du GIEC. Nous sommes en 1988. Eh oui, cela peut étonner, mais ce sont bien les conservateurs qui mettent en place le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et des scientifiques du monde entier vont alors se mettre à plancher sur le sujet. Petite présentation du GIEC. Le GIEC fonctionne sur la base d'une assemblée générale qui se réunit 1 à 2 fois par an pour décider des grands axes de recherche et pour valider les différents rapports d'évaluation sur l'évolution du climat. Et toutes les décisions sont prises par les 195 représentants des gouvernements, et ça par consensus. Le bureau, lui, est composé de 36 scientifiques élus, et c'est l'organe exécutif qui oriente les décisions lors des assemblées. Alors le GIEC ne mène pas à proprement parler de travaux de recherche. Il se contente de synthétiser les connaissances existantes grâce à un réseau de plus de 2500 scientifiques des États membres. Oui, et dans lequel on trouve de tout, Des astronomes, des océanographes, des biologistes, des géologues, mais aussi des sociologues ou des économistes. Et oui, il n'y a pas que des climatologues dans les rangs du GIEC. D'ailleurs, les statuts disent bien que le GIEC est chargé d'évaluer sans parti pris de façon méthodique, claire et objective, les informations d'ordre scientifique, mais aussi techniques et socio-économiques qui sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au changement climatique. Donc, vous le comprenez, au-delà d'une expertise scientifique, le GIEC fait aussi de la politique en proposant des solutions qui permettraient de limiter l'ampleur du réchauffement et d'adapter nos sociétés aux changements annoncés.
Et pour certains, ces solutions seraient très orientées. Le GIEC va ainsi polariser toutes les attentions des conspirationnistes. Pour eux, l'organe scientifique ne serait que le nid infâme de complices en blouse blanche, auteurs d'un vaste complot. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Voilà donc le GIEC mis en place à la fin des années 80. Dans le monde entier, des scientifiques de toutes disciplines, des laboratoires, des chercheurs, tous bénévoles, se mettent à travailler sur la problématique du changement climatique. Oui, un premier rapport est rendu en 1990 et il conclut que le réchauffement de notre atmosphère s'accélère et qu'il est principalement dû à l'activité humaine, avec en tête des fléaux à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 craché par nos voitures, nos usines, bref nos moteurs qui tournent à l'énergie fossile. Alors bien évidemment, ces conclusions vont être tout de suite mises en doute. À commencer par un Anglais assez fantasque, comme on les aime dans Tous Parano, un certain Piers Corbyn. Corbyn, il aurait une parenté avec Jeremy Corbyn, l'ancien leader du Parti travailliste anglais ? Mais ouais, mon cher Geoffroy, c'est son frère aîné. Mais peut-être que le plus simple, c'est que nous faisions connaissance avec Piers. Avec plaisir. Alors Piers Corbyn est né dans le Wiltshire en 1947. Il grandit donc dans le sud-ouest de l'Angleterre et se passionne très vite pour les sciences et surtout pour la météo. Il n'y a pas grand-chose à faire dans le Wiltshire, alors tu regardes le ciel. Bon, en tout cas, il aurait commencé à enregistrer les conditions météorologiques et climatiques dès l'âge de 5 ans. Quelle précocité! C'est ça quand on n'a pas de téléphone portable dans la main, quand on est petit. Et il a construit son propre équipement d'observation. Et en 1968, petit bond donc en avant, il a alors 21 ans et il est diplômé en physique à l'Imperial College de Londres. Il entre ensuite au Queen Mary College, toujours à Londres, et là il étudie l'astrophysique. Et il montre déjà un potentiel pour les coups d'éclat. Allez, petite anecdote, il est fraîchement élu représentant des élèves et Corbyn et le recteur de l'université reçoivent la reine lors de l'inauguration d'un nouveau bâtiment administratif. Tout le monde se tient bien, on a le doigt sur les coutures. Et la stupeur générale, enfreignant le protocole en vigueur, Corbyn sort de son rang. Il adresse une pétition à la reine devant 900 personnes et exige que les étudiants aient leur mot à dire dans la gouvernance du collège. Oh. Shocking. Piers Corbyn s'installe ensuite dans un squat et milite pour le droit au logement. Il obtient son diplôme d'astrophysique en 81 et là, il se lance en politique. Oui, il devient membre du Parti travailliste, puis conseiller municipal à Londres de 1986 à 1990. Et puis finalement, il quitte le Parti travailliste en raison de son opposition à la Première Guerre en Irak. Bon, quand on a une passion de jeunesse, ça nous quitte jamais. Alors évidemment, durant toutes ces années, sa passion pour la météo ne le quitte pas. Et son approche va être encore une fois non conformiste dans ce domaine. Oui, il va conjuguer ses compétences d'astrophysicien et de statisticien pour mettre en place un modèle de prédiction météorologique. Et cela va lui rapporter argent et notoriété. Oui, ça c'est assez cocasse. Vous savez, les Anglais, ils ont une grande passion pour les paris. Dans ce pays, il est possible de parier sur tout et n'importe quoi. Le sexe du futur enfant royal, par exemple. Aussi bien que les résultats sportifs. Et Corbyn, lui, va tout simplement parier sur le temps, sur la météo. Et là, bingo! Oui, il gagne pari sur pari. Les médias s'intéressent alors à cet inconnu qui fait mieux que les scientifiques spécialisés. Mais alors vous vous demandez certainement, comment fait-il pour devancer les autres? C'est qu'il a une théorie alternative, notre cher Corbyn. Pour lui, la météo et plus largement les modifications climatiques sont essentiellement dues à l'activité solaire. Ma technique de prévision du temps à long terme vient à l'origine des études sur les taches solaires et de mon désir de prévoir les creux de cette activité solaire. C'est alors que j'ai réalisé qu'il serait intéressant d'utiliser le soleil pour prévoir la météo. J'ai décidé de tester cela en pariant sur les prévisions officielles de la Met Office chez le bookmaker William Hill. Et je gagnais de l'argent, mois après mois. L'hiver dernier, le Met Office a annoncé que l'hiver pourrait ou devrait être exceptionnellement froid. Nous avons dit que non, c'était absurde. Selon nous, l'hiver devait être très proche de la normale. Plus précisément, le froid serait important, simplement entre Noël et février. Nous avions raison, ils avaient tort.
Et suivant son idée, il va ensuite s'attaquer aux scientifiques qui prédisent un réchauffement de notre climat pour le 21e siècle. Ouais, il va argumenter que le réchauffement de notre planète, qui est déjà à relativiser, selon lui, n'a rien à voir avec un quelconque effet de serre, que nous n'y pouvons rien et que les savants du GIEC se trompent, et mieux, ils cherchent à orienter leurs résultats pour nous duper. Et c'est cette idée très importante qui va commencer à créer le trouble, et Piers Corbyn va même aller plus loin. Pour lui, c'est un véritable complot auquel nous avons affaire. Tous parano, tous parano, tous parano. Si l'on suit bien Corbyn, les scientifiques du GIEC qui font la pluie et le beau temps sur l'étude de notre climat comploteraient donc pour faire valider des résultats erronés. Oh, mais alors Geoffroy, pourquoi font-ils cela, ces scientifiques, Pour l'argent. Ah, c'est vrai, quoi. Pour les scientifiques, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Trouver des moyens, c'est une obsession vitale pour leur travail. Les chercheurs, ils passent presque autant de temps à rédiger des dossiers de demande de subvention qu'à faire des expériences. Et dans les années 90, les médias s'intéressent énormément au sujet. Et donc les politiques suivent un peu la tendance et mécaniquement, l'argent commence à arriver. Pour exemple, aux États-Unis, sous la présidence de George Bush père, ce sont 170 millions de dollars qui étaient alloués chaque année à la recherche sur le climat. Eh oui, une manne financière qui n'a cessé depuis d'augmenter. On est à plus de 2 milliards aujourd'hui, soit 12 fois plus qu'au début des années 90, ce qui expliquerait que des cohortes de chercheurs se soient engouffrés dans la climatologie ces dernières années. Un scientifique anglais résume l'attrait nouveau pour la recherche climatique à l'époque avec cette formule. Je cite : « Si vous voulez faire des recherches sur l'écureuil de Pennsylvanie, qui n'intéresse pas grand monde, et que vous avez des difficultés à trouver des budgets pour cela, eh bien, formulez l'intitulé de votre travail ainsi. La consommation de noisettes de l'écureuil de Pennsylvanie dans le contexte du réchauffement climatique. » Et là, selon lui, vous aurez l'argent. C'est pas idiot, je pense que ça marcherait bien avec le fennec du Sahara. Mais toujours est-il qu'en 1992, le GIEC, toujours lui, publie un rapport alarmant, comme toujours. Les grands de ce monde se réunissent pour signer le protocole de Kyoto, et c'est une date fondamentale. Les pays signataires s'engagent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Et en réaction, c'est une fronde mondiale qui s'organise pour dénoncer le GIEC et ses scientifiques comploteurs. Et ces frondeurs, ils entreprennent de s'unir pour dénoncer l'imposture, et signent en 1995 la déclaration de Leipzig sur le changement climatique mondial. Déclaration qui réfute le fait qu'il existe un consensus scientifique sur la nature du réchauffement de la planète et donc qui s'oppose aux recommandations du protocole de Kyoto. Les signataires sont 80 scientifiques et aussi 25 météorologues. Oui, alors les observateurs disent que c'est comme une appellation abusive pour des gens qui sont souvent des présentateurs météo de la télé. Enfin bon, cette déclaration de Leipzig va durant des années, en tout cas, souder un camp qui va prendre malin plaisir à reprendre les travaux du GIEC point par point pour en dénoncer les erreurs ou les manquements. Et c'est ainsi que nous allons prendre pour exemple l'un des plus fameux signataires de la déclaration de Leipzig, un physicien américain du nom de Frederick Seitz, qui va directement mettre en doute le rapport du GIEC et surtout l'intégrité de ses scientifiques. Ouais, c'est une sommité, ce professeur Frederick Seitz. Physicien, c'est l'un des scientifiques américains les plus connus de sa génération, depuis la Seconde Guerre mondiale. Spécialiste de la physique du solide, il a été propulsé sur le devant de la scène par le projet Manhattan. Rien de moins que le projet qui a accouché de la bombe atomique pendant la guerre. Il fut également conseiller scientifique de l'OTAN, président de l'Académie nationale des sciences, puis de l'université Rockefeller, réputée pour ses recherches biomédicales dans les années 70. Et en 1979, il prend sa retraite. Mais c'est là qu'une seconde carrière commence. Une retraite qui va être lucrative. Il devient expert pour le compte de la compagnie de tabac R.J. Reynolds, qui font les cigarettes Camel par exemple, et il a une mission. Sur des bases scientifiques, embrouiller l'opinion à propos des effets nocifs de la cigarette sur la santé. Et oui, on ne vous apprend rien, la puissante industrie du tabac a dépensé énormément pour contrecarrer les publications médicales mettant en garde contre le tabagisme. Seitz aurait ainsi touché, écoute bien Gaël, près de 45 millions de dollars de la part de R.J. Reynolds. Et c'est pas fini. En 84, Seitz dirige l'Institut Marshall. C'est un think tank formé pour soutenir la politique du président Reagan, qui va mêler dans ses publications relativisation des dangers du tabac, comme on vient d'en parler, et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, le climato-scepticisme.
Selon Seitz, rien ne devrait limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il réfute en effet l'idée selon laquelle le réchauffement climatique, c'est une conséquence de l'action humaine. Et au milieu des années 90, Seitz, il va sortir du bois et attaquer le GIEC. Et pas n'importe comment, puisqu'il publie un article éditorial dans le respectueux Wall Street Journal. Ça, c'est le 12 juin 1996. Seitz y déclare que des modifications ont été apportées au rapport du GIEC de 1995, afin, dit-il, de tromper les décideurs politiques et le public, en leur faisant croire que les preuves scientifiques montrent que les activités humaines provoquent le réchauffement climatique. Ouais, il déclare qu'il y aurait 15 passages supprimés avant sa publication, dont un passage éloquent qui dit, je cite, qu'aucune étude n'a pu prouver de manière définitive que l'on pouvait attribuer les changements climatiques aux gaz à effet de serre. Oui, ou encore ce passage, je cite toujours, aucune étude ne peut dire que l'homme est responsable ou même en partie responsable des changements climatiques observés. Frédéric Seitz conclut ainsi à propos de ces passages coupés, jamais je n'ai constaté une violation aussi alarmante des règles de la déontologie. En tout cas, à partir du début des années 2000, cela va libérer la parole de pas mal de scientifiques qui vont chacun œuvrer à réfuter les conclusions du GIEC. Sans faire trop étalage de notions scientifiques, Geoffroy, est-ce qu'on peut lister quels sont les arguments de ce que l'on nomme alors les climato-sceptiques ? Ah oui, rapidement. Donc ces climato-sceptiques, ils s'accordent à confirmer que le climat évolue, mais pour eux, cela correspond à des cycles naturels. Et ceux-ci peuvent être soit solaires, soit terrestres, ou encore être causés par la modification de la trajectoire de notre planète autour du Soleil. En gros, nous ne sommes pas toujours à la même distance du Soleil. Cette trajectoire cyclique de l'orbite de la Terre montrerait des glaciations qui arrivent tous les 100 000 ans, et pourquoi pas donc aussi des réchauffements. Autre point et peut-être le plus important, le CO2 qui est montré du doigt n'est en fait présent dans l'atmosphère qu'à hauteur de 0,03%. Oui, c'est pas beaucoup. C'est une proportion qui ne saurait, pour les climato-sceptiques, être la cause d'un effet de serre important. Le vrai responsable serait à chercher du côté de la vapeur d'eau. Et dans cette logique, il est aussi reproché au GIEC d'établir des modélisations qui ne prennent pas en compte les nuages qui sont justement constitués de cette vapeur d'eau. Et oui, grosse erreur pour ces scientifiques alternatifs. Ils notent que les nuages font varier 20 fois plus la température au sol que la concentration de l'air en CO2. Donc vous l'aurez compris, à la différence des conclusions du GIEC, le CO2 ne serait pas responsable du changement climatique, et donc encore moins l'homme. Mieux encore, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère serait en fait la conséquence d'une augmentation de température et non la cause. Et concernant la fonte des glaces, pas d'inquiétude à avoir, ce n'est rien qu'un cycle pour la Terre. Un cycle tout aussi naturel que le gel et le dégel saisonnier, un petit peu si tu me permets de filer la métaphore, comme des feuilles qui tombent d'un arbre à l'automne, elles repoussent au printemps. Oh, j'aime bien quand t'es poète comme ça en nous parlant du climat. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Tous parano. En tout cas, petit à petit, ces arguments vont semer le doute dans l'opinion et les yeux vont se tourner vers les experts du GIEC, qui, selon les climato-sceptiques, orientent leurs résultats pour donner du poids à leur discours alarmiste. Et ce qui va nourrir cette idée, c'est le fameux ClimateGate qui survient en 2009. Rappelons cette affaire qui a été un véritable séisme. Ouais, le ClimateGate, c'est la divulgation de contenus de mails échangés par des experts du GIEC qui prouvent la manipulation de données qui aurait permis de conclure à une responsabilité humaine du réchauffement climatique. C'est effectivement accablant puisqu'on y retrouve des documents attestant du boycott de publications scientifiques ou de revues qui remettent en cause la thèse officielle du GIEC. Et sous la pression médiatique et politique, le GIEC admet avoir occulté, oui c'est vrai, quelques publications, mais ceci pour rendre plus clair son discours, tout en relativisant le nombre et la portée des recherches passées sous silence. Pour les partisans d'une conspiration scientifique, les preuves d'un complot sont ici flagrantes. Et puis c'est pas fini. Et non, puisqu'en janvier 2010, quelques semaines après le sommet pour le climat de Copenhague, une nouvelle tempête s'abat sur l'institution. 3 journaux britanniques dénichent un lièvre dans le dernier rapport du GIEC.
une petite phrase notamment qui annonce que les glaciers himalayens auront fondu en 2035. Et oui, mais ça s'avère finalement beaucoup trop tôt lorsqu'ils interrogent les spécialistes des glaciers. Le GIEC doit encore faire acte de contrition et avouer qu'une erreur s'est glissée dans le document final. Cette prédiction proviendrait d'ailleurs selon eux d'une revue de vulgarisation scientifique et puis elle aurait été malencontreusement reprise dans leur rapport. Ça fait un peu amateur quand même. Et le GIEC, il se défend. Il argumente que le problème vient de l'organisation des groupes de travail composés de scientifiques de différentes disciplines, des économistes, des hydrologues, des experts locaux, des individus qui ne sont pas parfaits et qui peuvent laisser passer parfois des erreurs quand ce n'est pas le cœur de leur métier. Bref, ils n'ont pas bien fait leur devoir et puis ils essaient de trouver une excuse, j'ai pas rangé ma chambre, quoi. Et il n'en faut donc pas plus pour que les climato-sceptiques en remettent une couche. Et oui, et en 2010, le professeur Seitz, il revient encore triomphant avec un livre qui va faire date, intitulé « Les marchands de doute ». Et puis la même année, en France aussi, nous avons le droit à un livre retentissant. Ce livre s'appelle « L'imposture climatique ». L'ouvrage s'est d'ailleurs placé en tête des ventes dans notre pays dès sa sortie. Et nous le devons à un certain Claude Allègre. Le voilà. On va rappeler qui est ce personnage pour les plus jeunes auditeurs. Claude Allègre, mes chers enfants, est né en 1937 près de Montpellier et il monte à Paris pour suivre des études scientifiques jusqu'à devenir chercheur en géochimie. Et c'est une discipline dans laquelle il excelle, puisqu'il est plusieurs fois récompensé avec notamment la médaille d'or du CNRS en 1994. Et c'est tout naturellement qu'auréolé de cette façon, il devient membre de l'Académie des sciences. Alors, il publie de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, mais aussi se fait connaître pour ses prises de position tranchées sur les thèmes de l'université et de la recherche. Il a son mot à dire donc en politique et il devient ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie entre 1997 et 2000 dans le gouvernement de Lionel Jospin. Petite parenthèse, celui-ci était d'ailleurs son ami depuis l'époque de leurs études. Et donc, en 2010, lorsque Claude Allègre sort son livre « L'imposture climatique », il dénonce le mensonge du réchauffement climatique. Pour lui, c'est un mythe imposé à la communauté internationale à la suite d'une prise de pouvoir par un petit groupe d'hommes sans scrupules. Un groupe d'hommes avide de fortune ou de gloire ou emporté par une idéologie écologiste totalitaire. Au cœur du complot se trouverait une nouvelle fois le GIEC. Et au lieu de faire un honnête état des connaissances scientifiques sur le changement climatique, ce groupe aurait imposer un dogme réchauffiste et disséminer une vision catastrophiste du climat, tout en faisant preuve d'un sectarisme acharné contre les très nombreux scientifiques en désaccord avec leur thèse, dont fait partie évidemment Claude Allègre. D'ailleurs, on l'écoute. Ils ont fixé dans cette organisation le principe qu'il fallait qu'il y ait un consensus. Donc on n'a pas entendu les minoritaires, mais il y en a des minoritaires. Il y a des gens qui sont pas d'accord. On a fixé ça comme règle, ce qui est une abomination sur le plan scientifique. Il y a eu une chape de plomb. Il y a là-dessus une propagande qui s'est faite, qui a assuré aux scientifiques beaucoup d'argent. Il y a eu une véritable mafia qui a eu le monopole d'affirmations qui s'avèrent exagérées, voire fausses. Vous savez, c'est pas la première fois que ça se produit dans l'histoire. Selon Allègre, c'est clair. Il faut donc supprimer le GIEC qu'il qualifie d'organisation mafieuse. Il accuse scientifiques, responsables politiques et hauts fonctionnaires onusiens de comploter pour leur propre compte. Leur prise de pouvoir n'aurait qu'un précédent à ses yeux, celle des bolcheviks lors de la révolution russe de 1917. Oh, rien de moins. Mais ce que pointe Claude Allègre avec cette mafia, comme il la nomme, au-delà du complot des scientifiques qui œuvrent à orienter les recherches et les conclusions sur l'effet de serre responsable du réchauffement, c'est l'économie qui se forme dans les années 2000 autour de la question climatique. Et c'est bien cette mafia du carbone qui va être au cœur d'un complot climatique qui brasse des milliards. Rio en 92, Kyoto en 97, Johannesburg en 2002, Copenhague en 2009, tous ces sommets ou conférences pour le climat ont concouru à alerter sur l'urgence du réchauffement climatique et à trouver les moyens de le limiter.
En tête des gaz à effet de serre incriminés, on a évidemment le gaz carbonique qui devient l'ennemi principal, pour ne pas dire l'obsessionnel ennemi. On imagine alors construire un futur avec moins d'industries polluantes et plus d'investissements dans ce que l'on nomme les énergies propres. Une autre théorie du complot soutient alors que l'argent et l'appât du gain dirigent le mensonge cataclysmique. En clair, les nombreux investisseurs qui financent les entreprises d'énergie renouvelable risquent de perdre beaucoup d'argent si le réchauffement climatique se révèle être un mythe. La seule solution, mentir. Selon cette théorie, le lobby vert, comme on va l'appeler, soudoie les climatologues pour qu'ils manipulent leurs données afin qu'ils puissent sécuriser leurs investissements dans l'énergie durable. Avec en figure de proue de ce complot, le chef à plume de ceux qui font du réchauffement climatique un business, le célèbre Al Gore. Ah oui, il a été vice-président des États-Unis de 1993 à 2001, candidat à la présidence ensuite, et puis surtout, il a été lauréat du prix Nobel de la paix en 2007, lauréat avec le GIEC. Récompense qu'il a reçue suite au succès de son documentaire Une vérité qui dérange, film qui a également d'ailleurs reçu un Oscar. Et la bande-annonce commence avec des mots forts, je cite « Vous serez secoués. Si vous aimez votre planète, si vous aimez vos enfants, vous devez voir ce film. » Si on les aime pas, par contre, on n'est pas obligé d'aller le voir. C'est ça. Bref, c'est une super production, comme on sait le faire à Hollywood, qui utilise effectivement de grosses ficelles pour se faire comprendre par le plus grand nombre. Et c'est vrai que ce film nous a pris aux tripes. Surtout toi, Gaël, non ? Ah bah c'est sûr, tu vois ça, t'endors plus après. Bon, écoutons un extrait, ça vaut mieux que tout discours. Paramount Classics présente un film qui a créé un choc partout où il a été présenté. La fonte est plus rapide dans l'Arctique. Si cela continuait, le niveau des océans monterait de 6 mètres. Et voici ce qui se passerait en Floride. Autour de Shanghai, 40 millions d'habitants. La région de Calcutta, 60 millions d'habitants. Manhattan, le mémorial du World Trade Center, serait sous les eaux. Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés. Et imaginez qu'ils soient 100 millions. Nous devons agir ensemble pour résoudre cette crise planétaire. C'est notre survie qui est en jeu. Al Gore a présenté dans le monde entier une vérité qui dérange en l'accompagnant de conférences pour alerter sur l'urgence climatique. Ah ouais, un vrai succès son tour du monde là. Et là aussi, en tout cas, les sceptiques vont relever les failles de son discours. Par exemple, en 2008, Al Gore prévenait, je cite, qu'il n'y aurait plus de glace au pôle Nord d'ici 2013 en raison du réchauffement climatique d'origine humaine. Ce qui ne s'est finalement pas produit. Autre exemple, Al Gore a déclaré au sommet de l'ONU sur le climat à Copenhague en 2009, certains modèles suggèrent qu'il n'y ait plus de glace pendant certains mois d'été sur l'ensemble de la calotte glaciaire du pôle Nord d'ici les 5 à 7 années à venir. Et là encore, ceux qui le qualifiaient d'alarmiste ou d'hystérique ont bu du petit lait. Et oui, ça peut donner à sourire des années après, surtout si on est dans le camp des sceptiques. Mais ce qui attire l'attention des complotistes, c'est surtout la piste de l'argent. Et notamment les parts que Al Gore possède dans des entreprises qui font partie du business vert. En effet, Al Gore est le cofondateur de Generation Investment Management. C'est un fonds d'investissement à long terme dans l'économie durable. Un fonds qui recueille des capitaux très importants d'investisseurs du monde entier, mais aussi de nombreux fonds de pension américains. Juste un chiffre évocateur, à sa création en 2004, Generation Investment a drainé 5 milliards de dollars américains. Et parallèlement à cette activité lucrative, Al Gore il s'est lancé aussi dans le négoce de certificats d'émissions de CO2. Bon, voilà, il n'en faut pas plus pour que certains y voient un conflit d'intérêts. Et oui, cela n'a pas non plus échappé à notre Claude Allègre national. Écoutez. Al Gore est devenu richissime, et pas seulement pour son film, parce qu'il était dans toutes les banques, il était dans Lehman Brothers, qui nous a entraînés dans la crise, et il est dans cette espèce de business carbone. Ça, c'est l'argent qui est fait sur, par exemple, les droits à polluer. On gagne beaucoup d'argent avec cette affaire. Tous parano.
Bon, et parmi ceux qui ne supportent pas cet appel à la prise de conscience un peu catastrophiste, il y a un scientifique belge, il se nomme Istvan Marco, et avec quelques collègues, il va répondre par un livre collectif intitulé Climat, 15 vérités qui dérangent, sorti en 2015. Oui, en réponse directe au film Une vérité qui dérange, le film d'Al Gore. Donc Istvan Marco, c'est un professeur de chimie à l'Université catholique de Louvain en Belgique, et il propose ici un véritable ouvrage à charge. Oui, alors il y développe des idées assez iconoclastes pour l'occasion, mais que l'on retrouve dans pas mal de discours alternatifs, notamment que le CO2 n'est pas à craindre, mais serait plutôt bon pour la planète, et notamment pour les plantes. Oui, le CO2 favoriserait en fait la croissance des végétaux, et selon ces scientifiques suspicieux à l'égard du GIEC et de Al Gore, avec l'augmentation du CO2 dans notre atmosphère, nous allons assister en fait au verdissement de zones jusqu'ici désertiques. Le CO2 pourrait même permettre d'augmenter, Gaël, les récoltes dans l'agriculture. Le CO2, c'est notre ami. Oh, merveilleux! Et donc, pour Istvan Marco, au-delà des contre-expertises sur les données du climat, ce qu'il faut dénoncer, c'est une idéologie. Il dit ceci. La science n'est plus la partie importante de l'équation. Aujourd'hui, le rationnel scientifique et l'argumentation solide, basée sur des faits établis et non des calculs théoriques simplistes et des prédictions plus erronées les unes que les autres, ont laissé la place à l'émotionnel. Il ajoute encore, je cite, « Al Gore ne l'a pas compris, lui qui n'est pas un scientifique. Lorsqu'il dit « la science est établie », mais quelle hérésie! Jamais la science n'est acquise pour de bon. Rien n'est jamais démontré ad vitam aeternam. Nos connaissances ne cessent de s'améliorer et de nouvelles théories poussent et grandissent sur les ruines des anciens dogmes. » Écoutons Istvan Marco. Le malheur, c'est que les générations qui nous suivent, les jeunes qui nous suivent, ont déjà été fortement endoctrinés, ne fût-ce qu'au niveau même des écoles, en école primaire, en école secondaire. Vous savez, on leur passe le film d'Al Gore, qui n'est pas un film réel, qui est en fait une fiction, une propagande fiction. Ce film contient des erreurs absolument monumentales. On lave le cerveau de nos jeunes déjà dans les écoles primaires et secondaires. Quand ils arrivent à l'université, ils ont parfois un choc, parce qu'on leur dit des choses qui sont opposées. Mais c'est devenu une croyance. Et donc, c'est très difficile de sortir de cela. Nous voilà donc dès le plus jeune âge embrigadés dans la peur du futur, obligés de nous soumettre aux règles de la transition énergétique par crainte du cataclysme annoncé. Nous ne voyons pas que nous sommes en train de nous faire plumer par des businessmen de l'énergie verte. En 2009, le journaliste conservateur américain James Delingpole écrivait d'ailleurs « Les gouvernements ont l'intention d'utiliser le réchauffement planétaire comme une excuse pour augmenter les taxes, les réglementations et le protectionnisme. Une escroquerie idéale pour les sociétés d'énergie verte et les investisseurs qui veulent se remplir les poches grâce au commerce du carbone, sans oublier les organismes comme Greenpeace qui dépendent de l'anxiété du public pour trouver des financements. » Et donc, c'est ce qui se passerait sous nos yeux. Une sorte de complot de l'argent vert avec en toile de fond une obsession écologiste monomaniaque pour le CO2. Oui, ils sont nombreux à porter cette idée dans tous les pays. On va s'intéresser seulement à la France, par exemple, où les livres, c'est incroyable, ne manquent pas sur le sujet. Ils sont nombreux à prendre la plume pour dénoncer l'idéologie du réchauffement, mais je voudrais que l'on s'arrête un instant sur celui qui est peut-être le plus présent dans les médias. Je veux parler de François Gervais. François Gervais, lui il est né en 1945, c'est un physicien spécialiste de la science des matériaux. Il a reçu le prix de l'Académie nationale des sciences en 1995, rien de moins, et il est professeur émérite, lui, à l'université de Tours. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en 2011, il s'est porté volontaire pour être examinateur de rapports au GIEC. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que sa parole porte plus particulièrement. Oui, il a voulu prendre part à la noble cause, mais il semble avoir ensuite déchanté, et il n'a pas attendu longtemps pour mettre en doute le travail du GIEC. Tout de suite après sa contribution, là nous sommes en 2013 du coup, il sort le livre « L'innocence du carbone, l'effet de serre remis en question ». Et puis il enchaîne, il publie L'urgence climatique est un leurre en 2018, ou alors plus explicite, le livre Merci au CO2 en 2021, dans lequel il reprend l'idée d'un verdissement global de la planète dont tu parlais tout à l'heure. Alors, que dit-il ce François Gervais à propos de ce complot de l'économie verte qui nous saigne ? Eh bien, il estime que la peur, c'est un véritable instrument de pouvoir fondé sur la manipulation des émotions au détriment de la raison. Il rappelle quelques-unes des prophéties émises en 1970 par les premières assises écologistes qui s'appelaient Le jour de la Terre et qui avaient à l'époque pour horizon l'an 2000. Et qu'est-ce qu'il disait alors à cette époque ? Qu'il n'y aurait en l'an 2000
plus une seule goutte de pétrole, que les famines seraient généralisées sur tout le globe et que l'espérance de vie serait réduite à 49 ans aux États-Unis. Ah, bon, bah dans ce cas-là, il faut écouter de la musique trance et puis attendre l'apocalypse, quoi, c'est ça? C'est incroyable, en effet. Pour François Gervais, s'il y a une urgence, c'est celle de retrouver nos esprits et surtout notre maîtrise des dépenses, car encore une fois, pour lui, tout est une question d'argent. Oui, il considère qu'il y a désormais une machine à cash qui s'est mise en route et qui s'emballe de plus en plus, bien évidemment au détriment de notre portefeuille, ou du moins du portefeuille du contribuable. Pour lui, tout cet argent qu'on dépense est vain, puisque nous n'avons aucune prise sur le climat. C'est quelque chose de trop énorme pour nous. Et quand on lui demande à qui profite le crime, il répond qu'il y a bien évidemment derrière un énorme business économique. Il ne faut pas oublier, en ce qui concerne la France, que les éoliennes sont importées d'Allemagne et que les panneaux photovoltaïques sont essentiellement importés de Chine. Derrière, c'est un énorme business financier et il s'agit d'investir toujours plus d'argent alors que l'on sait pertinemment que c'est plus que discutable. Oui, il dit, je cite, que toutes les politiques qui visent à implanter des éoliennes et des panneaux photovoltaïques avec plusieurs milliards de subventions chaque année ne changeraient pas la température de la planète de plus de l'ordre d'un millième de degré. Écoutons un instant François Gervais nous faire lui-même sa démonstration. Alors on va faire un petit calcul, c'est pas compliqué, on va prendre l'exemple du paquet climat européen parce qu'il est en vigueur depuis 2009. La France n'est responsable que de 0,9% des émissions mondiales. Donc, si je multiplie par la sensibilité climatique du GIEC, on va trouver qu'on évite un réchauffement de la planète de 1 millième de degré. Allez pas raconter ça aux gilets jaunes, parce que alors là, ils vont être fous. Quoi? Toutes ces taxes pour éviter 1 millième de degré? Alors, si c'est au niveau de l'Europe, puisque c'est le paquet climat européen, l'Europe est responsable de 10% des émissions mondiales. Donc, on évite un réchauffement de la planète en prenant la valeur haute du GIEC de 1 centième de degré. La Banque mondiale, grande spécialiste du climat, comme chacun sait, ils ont chiffré le coût d'ici 2030 à 89 000 milliards de dollars. La dette souveraine mondiale aujourd'hui est de 60 000 milliards de dollars. Donc, si on y ajoute 89 000 milliards de dollars, parce qu'évidemment l'argent on l'a pas, ça veut dire qu'on va multiplier la dette souveraine mondiale par 2,5. C'est le plus gros casse de l'histoire de la planète, 89 000 milliards de dollars. Enfin, franchement, ça donne le vertige. Le plus gros casse de l'histoire de la planète. Rien de moins. Ah ouais, Geoffroy, mais tu sais qu'il y a peut-être encore pire. Ah bon? Oui, faire de l'argent, nous manipuler par la peur, établir des règles à l'échelle mondiale. Tu reconnais pas là la marque d'un célèbre groupe ou entité? Je vois où tu veux en venir. Tu veux sans doute parler du nouvel ordre mondial? Ah, peut-être bien, ouais. Bah, allons-y. Ils sont les maîtres du monde. Je suis parano, mais qui ne l'est pas? Tous parano. Tous parano. Petit rappel, pour ceux qui n'auraient pas eu le bonheur d'écouter l'épisode final de notre saison 1 qui lui est consacré. Oh, les vilains. Le nouvel ordre mondial, ou New World Order, c'est en gros une entente des élites pour s'approprier le pouvoir, l'argent et toutes les ressources de la planète, tout en nous maintenant dans l'ignorance. Bon, alors, quel lien peut-il exister entre le nouvel ordre mondial et le réchauffement climatique? Eh bien déjà, comme vous pouvez l'imaginer, dans un premier temps, c'est par le biais de l'argent que cette élite de l'ombre s'enrichit. Et en nous taxant un maximum, en obligeant des pans entiers de l'économie et de l'industrie à se soumettre aux diktats écologistes, le plan avance. La transition écologique est dénoncée par les conspirationnistes comme un complot qui prend la forme d'un schéma totalitaire technocratique mondial qui promet un chômage énorme, une désindustrialisation et un effondrement économique à dessein. Alors pour bien comprendre, le chômage, il sera pour ceux qui travaillent dans des secteurs gourmands en énergie fossile. La désindustrialisation, eh bien c'est un peu la même idée. Tout ce que l'on connaît comme secteur industriel devra être détruit car trop polluant. En résumé, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc s'en suivra un effondrement des économies, mais cela est bien entendu dans le plan, puisque le nouvel ordre mondial provoque le chaos pour ensuite s'en nourrir. Et pour comprendre ce sombre dessein des élites à cagoule verte, nous allons faire la connaissance de celui qui œuvre depuis des décennies à dénoncer ce complot. Et pour cela, mon cher Gaël, je t'invite à chausser tes bottes de cuir, ta veste en tweed et te coiffer d'une bombe. À nous les joies de la nature. Ah, j'aime bien faire du cheval. Mais bon, avec ces coups de feu, tu vois, c'est pas l'idée que je me faisais de notre sortie nature. Oh, quel rabat-joie.
franchement. Profite de ce lever de soleil, de la brume sur ces belles collines anglaises. Et regarde ces chiens comme ils sont bien entraînés à débusquer le gibier. C'est magique. Certes, my lord, mais bon, j'ai jamais été un grand fan de la chasse, hein, tu sais. Surtout quand elle est sous cette forme qui souligne un peu les privilèges d'une caste. Oh, dans le mille. T'as vu ça ? Ouais. Je crois qu'on va bien manger, nous, ce soir. Hein. Oh, bon. Si tu nous disais pourquoi on fait cette excursion sanglante dans ces forêts domaniales du Kent. Excursion sanglante, hein, t'exagères un peu. Hein. Quelle sensiblerie, quelquefois, Gaël. Hein. Bon, nous ne sommes pas n'importe où dans le Kent, mon cher. Hein, nous sommes à Brenchley, la terre ancestrale de la famille Monckton. Tiens, regarde là-bas, tu vois là ? L'homme qui mène la chasse. Le gars avec les yeux globuleux, là, qui fait des grands gestes ? Eh oui, Lord Christopher Walter Monckton, 3e Monckton de Brenchley, rien que ça. Oh, bah oui, quelle jolie particule. Mais donc c'est lui qui dénonce le nouvel ordre mondial écologiste ? Et si on faisait sa connaissance alors ? Christopher Walter Monckton, il est né en 1952 dans une famille de la noblesse héréditaire anglaise. Et il grandit dans un environnement douillet avec une enfance sans histoire. Pour ses études, il s'oriente vers le journalisme et diplôme en poche, il se met à travailler comme journaliste et éditorialiste. Ah bah oui, on travaille aussi chez les nobles. Et pendant 20 ans, il va enchaîner les publications, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cet épisode, c'est sa carrière politique. Carrière qu'il débute chez les conservateurs. Au début des années 80, il devient rédacteur et rapporteur pour le Center for Policy Studies. Oui, c'est un groupe proche de Thatcher et Monckton se fait remarquer notamment pour ses propositions sur la privatisation des logements sociaux. Son noble sang lui permet ensuite de briguer une place à la Chambre des Lords, mais il ne parvient pas à entrer dans le sein des saints. Pour la petite anecdote, il faut être coopté par ses pairs, et Monckton ne recueille aucune voix, et ce, sur ses 3 tentatives successives. Alors il s'éloigne des conservateurs au pouvoir, et il se tourne vers le parti nationaliste, le parti de l'indépendance pour le Royaume-Uni, qui, en résumé, europhobe, anti-migration, et doit souvent se défendre d'islamophobie ou de racisme. Qui représente l'extrême droite anglaise, en gros, et en tout cas, ce parti va lui offrir la tribune qu'il attendait, et Monckton va alors se spécialiser sur les questions liées à l'environnement, et notamment le changement climatique. Et son truc à Monckton, c'est de faire des coups médiatiques. Par exemple, en 2007, en réponse au film d'Al Gore, le vicomte a distribué des centaines de communiqués et de DVD où il explique que la vaste majorité des scientifiques concluent dans leurs études qu'il n'y a pas de changement statistiquement significatif du réchauffement. Pour lui, le postulat de départ, c'est que les activités humaines n'ont bien entendu aucun rapport avec un quelconque réchauffement de notre atmosphère. Tout cela ne serait en fait qu'un vaste enfumage, mais le plus important c'est ceci, le mensonge sur le climat est le cheval de Troie pour mettre en place un nouvel ordre mondial. Toutes ces règles qui vont régir notre quotidien, c'est-à-dire une dictature verte à l'échelle mondiale, c'est le New World Order. Et pour lui, c'est même comparable au Troisième Reich. Je cite Christopher Monckton, « Cette question du climat, c'est uniquement pour amener un gouvernement mondial au pouvoir, en utilisant l'environnement comme Hitler l'a utilisé comme excuse pour un contrôle totalitaire supplémentaire. N'oublions pas que c'est Hitler qui a fondé le mouvement vert et qui a d'abord utilisé le mouvement environnemental, non pour se préoccuper véritablement de l'environnement, mais pour contrôler chaque détail de la vie des gens, afin qu'ils ne puissent pas contester. » Et pour le scénario de ce plan écologique visant à détruire les démocraties au profit d'un gouvernement mondial, Christopher Monckton cible un homme en particulier qui serait à la manœuvre. Je pense que ceux qui complotent tout ça depuis 20 ans vont obtenir enfin ce qu'ils veulent. C'est-à-dire une sorte de noyau dur qui servira de base à un gouvernement mondial. Prenez Maurice Strong, un haut responsable des Nations Unies. Il n'a jamais caché son désir d'instaurer un gouvernement mondial. Et par là, n'entendez surtout pas une démocratie. Oui, dans ce complot climatique mondial, un nom revient presque tout le temps. Le nom de Maurice Strong. Il faut dire que ce milliardaire canadien, souvent présenté comme le père de l'écologie mondiale, est un personnage sulfureux quand on gratte un peu le vernis vert. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, Strong, c'est un proche des Rothschild.
administrateur de la Fondation Rockefeller. Ça donne déjà une connexion très nouvel ordre mondial au CV. Eh oui, moi j'ai pas ça. Maurice Strong, dans les années 70, s'est tout d'abord forgé une image d'homme fort de la diplomatie environnementale. Et ce, dans les institutions internationales telles que l'ONU. Oui, Maurice Strong, c'est un personnage incontournable. Il est le fondateur du programme des Nations Unies pour l'environnement. Il est aussi créateur des sommets pour la planète à l'ONU et il est également à l'initiative du GIEC. Bon, plutôt respectable, jusque-là vous me direz. Mais ce qui ternit l'image lisse d'un Maurice Strong bienfaiteur de l'humanité et de l'environnement, c'est son côté sombre, le businessman. Oui, déjà il a été PDG d'une entreprise pétrolière, Petro-Canada, donc c'est pas très écolo. Ensuite, il a créé une compagnie des eaux qui a eu quelques démêlés avec la justice pour tenter de pomper de l'eau dans des zones protégées. Pas terrible non plus. Ouais, il a aussi été pointé du doigt pour ses activités immobilières, notamment pour la construction de luxueux hôtels dans des parcs qui étaient aussi protégés. Là, c'était au Costa Rica. Mais ce qui a achevé de révéler Maurice Strong comme un personnage cynique et vénal, c'est son implication dans le programme pétrole contre nourriture en Irak. Cet épisode a entraîné sa chute, et puisqu'il a été convaincu de corruption. L'enquête sur le scandale du programme pétrole contre nourriture de l'ONU en Irak a révélé en fait que Strong avait encaissé un chèque de $1 million signé de la main d'un homme d'affaires sud-coréen inculpé aux États-Unis pour avoir détourné le programme en faveur de Saddam Hussein. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais le monsieur environnement de l'ONU est obligé de démissionner. C'est en 2005. Bon, et après avoir quitté ses fonctions, il s'exile en Chine, d'où il ne reviendra d'ailleurs que pour mourir dans son pays en 2015. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que Maurice Strong est un personnage trouble qui mêle écologie et gros sous et qui apporte de l'eau au moulin des partisans de la conspiration sur le climat. Et puis ce qui ajoute peut-être encore un peu à cette idée de nouvel ordre mondial, c'est aussi un roman qui lèverait le voile sur le plan secret des élites. Ah oui, alors ça c'est un peu obscur, mais on est obligé de vous en parler. Strong se serait confié à un journaliste dans les années 90 sur une idée de roman assez curieux. L'histoire d'un petit groupe de gens qui se réunit tous les ans au sein de l'élite du Forum économique mondial de Davos et qui ourdirait un complot visant à obliger les pays riches à signer un accord sur l'environnement. Mais comme ceux-ci refusent, les conspirateurs décident alors que la seule façon de les vaincre est de provoquer un effondrement économique. Alors, réalité ou fiction ? Les conspirationnistes renvoient en tout cas à sa prise de parole lors du sommet de l'ONU à Rio en 1992. Strong aurait alors déclaré « Le seul espoir pour cette planète, c'est que la civilisation industrielle s'effondre. Ne nous incombe-t-il pas d'y parvenir ?» Ouais, c'est incroyable. Et toujours donc selon les conspirationnistes, la partie émergée de cet iceberg du complot climatique, c'est le programme Zéro Carbone des Nations Unies justement, qui va mettre à genoux l'Occident et tous les pays développés. En résumé, c'est la désindustrialisation des économies les plus avancées, une stratégie calculée sur plusieurs décennies, comme l'aurait donc dit Maurice Strong, pour provoquer l'effondrement. Et dans ce plan s'inscrit aussi le Great Reset, mais je ne vais pas vous en dire plus car ce sujet fera l'objet d'un épisode entier de Tous Parano très prochainement. J'en brûle d'impatience. En tout cas, on comprend bien que ce programme Zéro Carbone, selon les conspirationnistes bien sûr, ne ferait que peu de cas du sort de l'humanité. Bah oui, ce programme serait d'inspiration malthusienne si on peut dire. En clair, nous sommes trop nombreux sur Terre pour vivre avec les ressources disponibles. Et l'élite prend donc les choses en main. Avec pour objectif final une population réduite à 1 milliard d'individus à la fin de ce siècle, pour que, ça y est, la Terre puisse être vivable. 1 milliard, donc nous sommes 8 milliards, c'est ça ? Donc c'est 7 milliards de personnes qui vont décéder ? Oui, mais bon, c'est comme ça, si on n'a pas beaucoup de place, il faut bien faire des choix à un moment, faire des coupes franches. 7 personnes sur 8 qu'on connaît, quoi. C'est ça, choisis-les. Je crois qu'il va falloir se montrer un peu volontaire pour appréhender ces changements. Ah bah oui, mais t'inquiète pas, tout est prévu. Tu vas pas t'en rendre compte. Pour bourrer les crânes, il y a les médias, qui depuis 30 ans déjà nous ressassent le même discours alarmiste, nous enfoncent dans une peur du lendemain et nous font accepter l'inacceptable, c'est-à-dire déjà la perte de nos libertés. C'est vraiment un monde de parano. Tous parano.
À tel point que certains comparent cette peur du réchauffement climatique à une véritable religion. On peut citer par exemple, en France, Christian Gérondeau. Christian Gérondeau, ça c'est un ancien fonctionnaire français né dans les années 30, polytechnicien, et qui s'est fait connaître notamment pour avoir créé le plan du RER parisien. Ouais, pas que, c'est aussi Monsieur Sécurité routière dans les années 70. Il a mis en place la limitation de vitesse, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, c'est lui aussi, et puis le casque en moto. Et depuis un certain temps, notre ami Christian Gérondeau, il a rejoint le camp des climato-sceptiques. Et des anti-écologistes virulents, même on peut dire, puisqu'il a écrit plus de 10 ouvrages sur le sujet. Mais ce qui nous intéresse surtout dans cet épisode, c'est son dernier livre au titre évocateur, La religion écologiste. Alors ce livre est organisé en 2 parties. La première dénonce en 16 points précis les idées fausses sur le réchauffement du climat, on vous en a déjà parlé, mais la seconde, à caractère historique, relate comment les tenants d'une idéologie écologique, religion des temps modernes selon lui, ont méthodiquement conquis en un demi-siècle le pouvoir des idées au sein du monde occidental au détriment de l'humanité. Il dit ceci: les Nations Unies ont été prises en main il y a exactement 48 ans par les tenants de ce que j'appelle la religion écologique. Persuadés que l'homme est nocif, il ne pouvait entraîner que des conséquences nocives pour la planète. Pour lui, c'est une idéologie qui a notamment été menée par Maurice Strong, dont on vous a parlé, mais pas seulement. Écoutons Christian Gérondeau. Vous avez une minorité de gens qui ont cette vision pessimiste de l'humanité extrêmement profondément ancrée en eux et qui ont pris le pouvoir. Et alors ce qui est très curieux, c'est quand on regarde quel est le parcours de ces gens. On voit qu'il y a des philosophes, il y a pas mal d'anciens religieux. L'un des personnages centraux d'un rapport qui a expliqué qu'on pouvait se passer des énergies fossiles, c'est un ancien jésuite, donc spécialiste en théologie. Et ce sont ces gens-là qui ensuite viennent nous dire « la science a parlé » et donc on a la preuve que l'homme étant mauvais, nous allons à la catastrophe, repentons-nous. Mais c'est exactement un discours religieux, sinon on va en enfer. Alors l'enfer cette fois-ci, c'est la terre qui brûle. Le parallélisme est total. Nous voilà donc en plein obscurantisme religieux. Et donc, comme toute bonne religion bien de chez nous, il lui faut sa Sainte Vierge. Et comment alors ne pas penser évidemment à son incarnation la plus pure, Greta Thunberg? How dare you! Mais rassure-toi Gaël, le camp du complot a également sa figure de sainteté, ou plutôt son double diabolique, l'anti-Greta, la jeune Naomi Seipt. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas suédoise, celle-ci, mais allemande. Née en 2000, fille d'avocate, elle a suivi un cursus scientifique de manière assez brillante. En 2013, Naomi Seipt a obtenu la première place en physique au Jugendforst, un concours allemand scientifique, et la seconde place en mathématiques informatiques. C'est une jeune fille de sa génération, elle est influenceuse, elle a une chaîne YouTube où elle s'est fait connaître tout d'abord pour ses positions contre l'avortement. Oui, elle est proche du parti d'extrême droite d'Alternative für Deutschland, avec lequel elle collabore et relaie ses thèses, et elle se dit en tout cas proche des suprémacistes blancs. Et ensuite, elle a commencé à se confier sur son climato-scepticisme, et la notoriété mondiale est arrivée. Alors, elle n'aime pas qu'on la considère comme l'anti-Greta, mais pourtant, elle en joue. Par exemple, justement, en reprenant à son compte le fameux « How dare you !» dont tu nous as aimablement gratifié tout à l'heure, Gaël. Ouais, tu le tiens bien aussi. Mais dans sa bouche, cela prend un autre sens. Écoutons donc la douce voix de Naomi Seipt. L'alarmisme du changement climatique est indiscutablement une idéologie anti-humaniste. On nous dit de mépriser nos réalisations avec culpabilité, honte et dégoût. Et surtout à ne pas prendre en compte les très nombreux bénéfices que nous avons gagnés en utilisant les énergies fossiles en tant que source d'énergie principale. Regardez autour de vous. Nous vivons dans une ère fantastique de progrès rapide, d'innovation. Et nous n'aurions pas le droit d'en être fiers. Ceci n'est pas qu'une insulte envers la science. C'est une insulte envers la complexité de la nature et plus encore envers la liberté d'expression.
So cute, tellement rafraîchissant cette petite Naomi. Oui, mais un petit peu anorexique quand même. Ouais, le clan des négationnistes du climat doit être bien content en tout cas d'avoir autre chose que des vieux croutons scientifiques à montrer aux caméras, non? Oui, et pour preuve, elle s'est fait recruter par le Heartland Institute, qui n'est rien de moins que le lobby climato-sceptique le plus puissant au monde. Ah oui, c'est vrai que c'est une sacrée usine à gaz, cet institut américain. Lobby pour le tabac ou l'extraction de ressources par fragmentation, il est classé à droite, voire extrême droite. En tout cas, le Heartland Institute se vante d'avoir dans ses troupes plus de 500 scientifiques dont la recherche contredit les craintes de réchauffement planétaire. Ces scientifiques sont présents sur tous les continents, prêts à dégainer leurs arguments pour lutter contre le totalitarisme, la religion verte et rétablir la vérité sur le mensonge du réchauffement climatique. Oui, et puis il y a des moyens, une dizaine de millions de dollars de budget. Heartland est le plus puissant, mais il faut bien comprendre qu'il y en a des tas dans le monde entier, des organismes comme ça à faire du lobbying et à vouloir faire entendre le doute sur le climat. Oui, en France, on peut citer l'association des climato-réalistes ou encore l'association francophone des climato-optimistes. Bref, nous ne sommes pas prêts d'assister à la fin du match entre réchauffistes et climato-sceptiques. De quoi nous rendre tous parano. Nous l'avons vu, le réchauffement climatique et ses conséquences pour la survie de notre civilisation fait peur et par réaction engendre des théories du complot. L'angoisse d'un avenir cataclysmique est, il est vrai, tellement terrifiant qu'un discours alternatif, même complotiste, qui nous annonce que tout va bien se passer, c'est quelque peu rassurant. Les errements du GIEC, les arnaques au carbone, les douteux lobbies éoliens ou encore les prophéties catastrophistes qui se révèlent fausses, le débat sur le réchauffement climatique n'est pas près de s'arrêter. De plus, la petite musique climato-sceptique ou négationniste d'un réchauffement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, bénéficie d'un relais médiatique important. Dans les médias traditionnels, les communiqués climato-sceptiques seraient 2 fois plus relayés et sur les réseaux sociaux, c'est encore plus net. Oui, sur Facebook par exemple, des ONG ont estimé que l'audience des pages climato-sceptiques pouvait avoir entre 8 et 13 fois plus d'audience en moyenne que les pages officielles dédiées à la question du climat. Au-delà, le souci avec le changement climatique, c'est son invisibilité et la manière avec laquelle il s'inscrit dans le temps. Et oui, nos émissions de CO2 d'aujourd'hui ne se ressentiront dans le climat que dans plusieurs décennies. Il est donc très difficile de prendre conscience de l'urgence. Il faut avoir une sorte de foi en la parole des scientifiques pour prendre aujourd'hui les bonnes décisions pour demain. Comme quand le médecin nous dit qu'arrêter la cigarette, c'est éviter un cancer dans 30 ans. Et plus les décisions pour l'avenir seront difficiles à prendre et contraignantes, plus les théories alternatives se feront audibles et virulentes parce que séduisantes. En bref, pour le siècle que nous débutons, les polémiques sur le climat vont croître. Et ça, pour le coup, ça risque d'être vraiment chaud. Ouais, de quoi nous rendre tous parano. Allez, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode. Ça, c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre et explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire ou simplement curieux de savoir, vous êtes là où il faut, c'est tous parano. Comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi et écouté, mais peut-être pas assez. Alors abonnez-vous au podcast, likez, partagez. Bref, conspirez pour faire de tous parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin peut-être pas partout, faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. Ouais, t'as raison, on nous écoute. Et qu'est-ce qu'on écoute ? Alors on écoute un contrebassiste romantique breton exilé à Paris. Je n'ai rien contre les Bretons, je le précise, Gaël. Surtout les exilés à Paris. C'est pire encore. Et il se nomme Archipol. Et il nous chante son désespoir. Ah, il est désespéré alors. Avec « Avant j'aimais les éoliennes ». Ça fait maintenant 15 ans qu'elles sont là, 100 000 éoliennes qui tournent à tour de bras. Un quart de kilomètre au-dessus de nos têtes, qui sème le vent, récolte la tempête. Il était tout content, monsieur le maire, un fervent opposant au nucléaire. Un grand vent d'enthousiasme a nourri les fantasmes d'une énergie propre et conduit au marasme. Auparavant j'aimais les éoliennes,
Mais j'ai succombé au chant des sirènes et j'ai envahi le vrombissement de leur valse dans le vent. Adieu nos nuits étoilées, adieu nos belles bois dormants. Et les vents vont, et les vents viennent, ils font tourner les éoliennes. Mais quand ils freinent, quand ils s'éteignent, qui fait tourner les éoliennes? Comme le soleil qui ne brille pas tout le temps, le vent aussi n'est qu'un intermittent. Et c'est aux centrales thermiques de faire tourner la boutique. Toujours besoin de courant même quand le vent nous fait la nique. Bien que tant d'oiseaux s'y soient coupés les ailes, elles poussent à vitesse exponentielle. Plantées dans le béton, crucifiant l'horizon de la discorde, elles sont la fondation. En vérité, en fait de cause climatique, le calcul se révèle diabolique. Il y a tant de profits à la clé pour les lobbies, la tragicomédie d'une énergie à double prix. Et les vents vont, et les vents viennent, et tournent les éoliennes. Elles s'égrènent comme la gangrène dans nos campagnes quotidiennes. Au vent viole comme au soleil d'Icare, on peut brûler ses ailes sans crier gare. Au cri de l'ignorance sur ces gibets de potence, qui nous dira le prix du vent et des oiseaux en transhumance? On vend de l'infox à pertes et fracas. À propos de l'éolien dans les médias, écoutez ces politiques avec leurs choix cyniques. Une éolienne dans son jardin, c'est pas beau mais ça fait du fric. Alors qu'en France on est indépendant, en énergie sans carbone, on vend du vent. Et c'est en milliers de tonnes que l'on coule et qu'on bétonne le sol de nos forêts puis de carbone. Et les vents vont, et les vents viennent, et tournent les éoliennes. Et dans l'arène, en maître règne de faux débats qui nous aliènent. Mais l'anti-éolien accroît ses troupes, ses opposants ont bien le vent en poupe. Plus qu'une armée de Don Quichotte portée par un vent de révolte face à ces champs de géants qui clignotent. Alors aujourd'hui c'est quoi être écolo? C'est choisir nos forêts et les oiseaux. Plus de maisons énergivores, régler la question des transports, agir en responsable, enfin prendre en main notre sort. Dans 25 ans, elles seront toujours là, grand masse en bras passé de vie à trépas. Je ne serai pas celui-là qui aura dit autrefois, les éoliennes adviennent que pourra. Et les vents vont, et les vents viennent, elles finiront, les éoliennes. Qu'à cela ne tienne, semons les graines pour que l'avenir nous appartienne. Oh mais oh! Vous trouvez pas qu'il fait assez chaud comme ça? Allez, on éteint toutes les machines! Tous parano.